avec notre corps, le corps humain, une relation d'avoir ou d'être. Ai-je un corps objet, support matériel, biologique, res extensa de Descartes, corps à partir duquel j'existerai en tant que sujet, res cogitans, esprit ou psychisme? Ou alors suis-je un corps, organisme vivant, spécifiquement humain, subjectivité incarnée, toujours déjà inscrite dans le monde? Cette option est celle de la phénoménologie. Celle-ci, originairement allemande, distingue deux aspects du corps que nous n'avons pas en français. Le Leib, L-E-I-B, la chair, le corps vécu, cet être au monde incarné spécifiquement humain, et le Körper, le corps organique situé comme une partie du Leib. C'est avec mon corps vécu, Leib, que je m'inscris dans le monde intersubjectif, lequel émerge au sein du monde intercorporel. Sans ce préalable intercorporel à l'intersubjectivité, ma subjectivité ne peut advenir. Sensations, perceptions, émotions, sentiments, intuitions me relient aux autres dans le monde via le Leib. Autant de vécu dont mon corps organique, le Körper, est à la fois porteur et relais, facteur limitant et effecteur. C'est avec ces repères issus de la phénoménologie philosophique et à sa suite de la phénoménologie psychiatrique, qui envisage l'humain comme fait de biologie et d'histoire, unité biologico-historique, que nous allons questionner certaines évolutions contemporaines des actions biotechnologiques sur les corps. Nous mettrons également en perspective les liens de ces actions biotechnologiques qui allient diversement sciences du vivant, sciences de la nature, sciences de l'ingénieur, sciences fondamentales. Nous les mettrons en perspective avec les évolutions psychosociales qui traversent aujourd'hui notre monde numérisé que Daniel Handler nomme la numérisphère. Sous cet angle phénoménologique, notre examen des actions biotechnologiques sur les corps nous amènera à aborder les dimensions de sexe vécu et de sexe organique. Le sexe vécu, en tant que dimension sexuelle du corps vécu, Leib, plus ou moins proche du genre, débat sémantique que nous n'ouvrons pas ici, comprend donc le sexe organique Körper. Car, de fait, l'actualité des rapports au corps et des actions biotechnologiques sur les corps, y compris sexués, développe des tensions entre Körper et Leib, que nous allons donc tenter de cerner. Parmi divers exemples, nous serons amenés à considérer celui des transitions biotechnologiques de genre, sans distinguer ici les diverses modalités hormonales et chirurgicales. Mais au regard du climat passionnel qui entrave parfois la réflexion sur ces sujets, nous précisons ici que le choix de cet exemple ne remet évidemment aucunement en cause l'inclusion des personnes transgenres de plein droit dans les sociétés démocratiques. De viser tout autre que les débats sexe-genre, notre propos vise à contribuer, si modestement soit-il, à l'élargissement de ce qui est nommé garantie humaine, ou en termes européens human oversight, face à l'intelligence artificielle et au numérique, de l'élargir donc en garantie humaine renforcée face aux effets sur les personnes, en tant que biologie et histoire, des alliances du progrès et du marché. Dans la numérisphère donc, Michel Serres nomme hominescence un processus qui, à l'instar de l'adolescence ou de la luminescence, désigne un mouvement, des fluctuations, une propriété en devenir, et en l'occurrence l'émergence d'un nouvel homme à une époque qui se déroule, dit-il, sous le temps de l'histoire, dans un temps ouvert par la biologie et les sciences exactes. Il ajoute, avec les biotechnologies souffle un vent d'immortalité, une utopie neuve nous entraîne. Utopie qui doit beaucoup à l'alliance du progrès et du marché. En effet, on assiste depuis 3/4 de siècle environ en Occident, notamment, à l'expansion d'actions biotechnologiques inédites portant sur naissance, vie, mort, procréation. Cette expansion est concomitante, comme le décrit Annie Ernaux dans son livre « Les années », d'une publicité croissante sur la diversification des pratiques et identités sexuelles. Ceci en Occident ou ailleurs, mais à au moins 2 conditions. Que politique, économie et religion les autorisent, mais aussi que le rapport du corps au monde environnant ne soit pas d'abord un rapport d'endurance que Michel Serres décrit chez les Bédouins, les aborigènes, les Inuits. Dans les sociétés où l'endurance domine, où les influences psychosociales numérisphériques sont limitées, où les biotechnologies sont peu disponibles,
Seul l'accident ou la maladie viendrait remettre en question la congruence entre Körper et Leib. Dans nos sociétés, Michel Serres rappelle comment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'explosion des biens marchands et de la nourriture facile, les corps nouvellement dénudés et de plus en plus souvent obèses en sont venus à occuper la scène. L'anorexie a également connu sa publicité, suscitant des identifications délétères, notamment chez les jeunes filles, et amenant en 2015 seulement plusieurs pays, dont la France, à interdire l'emploi de mannequins trop maigres. Entre gros et maigres, au fil des siècles, la balance de la désirabilité, soutenue par la représentation de la santé comme puissance, a penché vers les maigres. Les modifications du Körper, ici focales, en font un objet au service de l'apaisement, notamment, mais pas que, à l'adolescence, face à l'inquiétude de vivre dans un monde saturé d'images et de stimuli, avec un nouveau corps plus exposé que jamais, désirant et désirable. Parallèlement, culturisme, régimes alimentaires sont devenus des moyens de modification, cette fois-ci globale, du Körper, au service du Leib. Avec la transition hormono-chirurgicale de genre, l'action sur le Körper est à la fois focale, les cicatrices chirurgicales, globale, la forme du corps, mais aussi profonde, hormono-chirurgicale. De cette transformation focale, globale, profonde du Körper, y compris dans sa dimension sexuée, est attendue la stabilisation d'un Leib sexué fragilisé par l'inadéquation perçue entre l'image de ce Körper et sa désirabilité par soi ou l'autre. En effet, l'intense circulation d'images de néo-Körper maîtrisées, d'une sexuation choisie et ostensive dans la numérisphère, génère un renforcement paradoxal des stéréotypes, pourtant souvent décriés, y compris par les mêmes, avec une désirabilité parfois impérieuse dans cette société du spectacle, pour reprendre le terme de Bohr, devenue aujourd'hui, dans les termes cette fois-ci d'Eva Illouz, société de marchandises émotionnelles. En effet, à l'échelle de la numérisphère, l'identité subjective est soumise à une quête de reconnaissance, validation, inclusion de la part d'un autre virtuel, d'autant plus élargi et omniprésent qu'il est désincarné. Pour le dire autrement, avec la virtualisation de l'intercorporéité, dans l'enfer sartrien contemporain, nous partageons désormais avec l'autre un huis clos numérisphérique. Association de Big Brother dans 1984 et du panoptique de Bentham. Dans ce huis clos, progrès et marché s'appuient aisément sur la désirabilité de l'image. Serge Tisseron nomme désir d'extimité, le mouvement portant des jeunes à rendre public certains aspects d'eux-mêmes jusque-là restés cachés. Ce désir a rapidement gagné les pratiques sportives, en salle, le cas échéant dans des salles vitrines, ou à domicile, nombre de sportifs se filment à l'exercice pour diffuser en temps réel leur image sur les réseaux sociaux. Stimulation un temps, désespoir ensuite. Un nombre croissant d'utilisateurs semble quitter le sport ces dernières années, notamment les jeunes. Autre exemple, là où au XXe siècle, certains adoptaient la coiffure ou le style vestimentaire de leur idole, la banane d'Elvis ou les Santiago de Johnny. D'autres ont aujourd'hui pour projet de ressembler à l'avatar tracé sur leur page web, dès lors que liké par des followers. Allant parfois, comme le rapporte Elsa Godard dans Les vies vides, jusqu'à motiver une démarche de chirurgie esthétique pour ressembler à l'avatar. On assiste donc à une érotisation numérisphérique sans précédent de l'image d'un corps pulsionnel et performant dont la proximité numérique nourrit l'illusion d'accessibilité réelle, ce qui amplifie en retour le caractère intolérable des frustrations. Ces pans d'existence virtuelle et fantasmatique sans contact, sans intercorporéité, donc à l'aune d'une intersubjectivité tronquée, perturbent la perception de la réalité individuelle du Körper au sein du Leib, donc l'équilibre psychique de la personne. Pour le dire autrement, la déconnexion du Leib et du Körper amène une incongruence de vie où le Körper devient, dans le sillage transhumaniste, un encombrant accessoire, un obstacle à la toute-puissance. La place même du sexuel, au travers de cette érotisation de l'image, est devenue équivoque. On note à la fois actuellement une désaffection précoce pour l'activité sexuelle, soit totale chez les asexuels, soit procréatrice chez les éco-anxieux.
mais aussi un déni du cœur-peur sexué réel, générant un inquiétant recul de l'usage des préservatifs, avec actuellement une recrudescence très nette des maladies sexuellement transmissibles chez les plus jeunes. Et c'est bien le même déni de l'autre comme Leib sexué et sa réduction à un cœur-peur déshumanisé, favorisé par l'exposition précoce à la pornographie, qui autorise les pratiques sexuelles agressives, y compris attestées au sein des plus jeunes couples. Les récents programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école primaire, à laquelle est ajoutée la sexualité au collège et au lycée, vont-ils pouvoir transmettre la nécessité d'un respect vital du cœur-peur comme partie intégrante du Leib ? Faudrait-il des slogans style hashtag stop balance ton corps, ou alors hashtag ton corps c'est ton jardin, cultive-le? Comment réguler la séquence image, désir, action et suspendre le lieu commun régressif stimulé par le marché, puisque ça existe et que je le désire, j'y ai droit? Comment faire percevoir la réalité du cœur-peur, sa vulnérabilité, sa place vitale au sein du Leib? Comment faire prendre conscience que les inconvénients, effets secondaires, séquelles connus des gestes médico-chirurgicaux curatifs où ils sont pesés dans une balance bénéfice-risque, existent aussi dans les gestes médico-chirurgicaux du désir. David Le Breton montre comment en Occident le rapport au corps doit en effet beaucoup à la conception biomédicale de l'humain, selon laquelle l'homme est coupé du cosmos, des autres, mais aussi de lui-même, car son corps y est posé comme différent de lui. Même pas mal. Dans ce cadre, la chirurgie réparatrice facilite la réinstallation dans le Leib d'un cœur-peur lésé ou altéré après cancer, amputation, accident. La chirurgie esthétique vient corriger la perception d'excès ou d'insuffisance de certaines parties du cœur-peur, nez, oreilles, seins, fesses, ni lésées ni altérées, mais non désirées du Leib, sous l'influence de stéréotypes souvent genrés. La chirurgie de réassignation de genre, la transition hormono-chirurgicale, propose une nouvelle normativité également stéréotypée, avec des actions sur un cœur-peur sexué ni lésé, ni altéré, ni porteur d'excès ou d'insuffisance, mais générateur d'une incongruence vécue entre cœur-peur et Leib sexué. L'impériosité de soumission du cœur-peur au désir du Leib par la chirurgie complexe de transition de genre, non rarement assortie d'une suicidalité accrue, ne découle-t-elle pas de ce que David Le Breton décrit comme condition d'émergence des conduites à risque? Je cite, « Quand la société échoue dans sa fonction anthropologique d'orientation de l'existence, il reste à interroger la mort pour savoir si vivre a encore un sens. Dans le monde du fantasme d'immortalité biotechnologique, certains rêvent de vivre éternellement dans un ordinateur, tandis que d'autres veulent mourir dans une vie sexuée et renaître dans une autre. » Élargissons encore le débat. Comme souvent, voire toujours, les pratiques artistiques expriment les moments sociétaux. Depuis les débuts du body art dans les années 50, les artistes procèdent à des modifications de leur cœur-peur, progressivement de plus en plus profondes, désormais technologisées. Dans ce mouvement, la réinclusion par le Leib du cœur-peur modifié peut confiner à l'impossible. C'est alors que dans un renversement ultime, le mouvement d'émancipation d'un cœur-peur naturel vécu comme limitant, mouvement venu le transformer culturellement en artefact, ici artistique, aboutit paradoxalement à l'assujettissement de l'humain devenu œuvre, dont la vie se centre alors sur la préservation et l'exposition de la dite œuvre, vieillissant parfois plus vite que les autres du fait de sa technicisation et passant de mode. Cette esthétique de l'extrême de la séquence image, désir, action a pu amener, voici quelques années, un artiste japonais à se défenestrer jusque sur une toile, laquelle a été exposée à titre posthume au musée d'art moderne de Tokyo. Esthétique, discutable, ces actions sur les corps sont aussi politiques, et là encore produisent des résultats inattendus. Sous l'influence de l'alliance du progrès et du marché, le principe d'expulsion du cœur-peur naturel est en effet, paradoxalement, commun au militantisme wokiste qui voit dans les actions de transition hormono-chirurgicale un recul des dominations et au discours libertarien transhumaniste promoteur d'une artificialisation performante par augmentation-hybridation.
Mais parmi ces körpers diversement technicisés par un même recours au progrès, le marché se chargera de rétablir les différences. Là où les uns seront de nouveau assujettis aux aléas d'un néocorps médicalisé, les autres garderont la ligne d'accroissement de leur domination. Le façonnement du nouvel homme, l'hominescence, portant sur naissance, vie, mort, procréation et image, notamment sexuée, procède donc d'un essor biotechnologique numérisphérique plus rapide que l'émergence des concepts nécessaires à le penser. Le droit fournit quelques jalons, mais entre indisponibilité du corps et non-patrimonialité, des tensions juridiques existent pour les nombreux cas particuliers de la recherche et des soins médico-chirurgicaux. C'est ainsi que philosopher reste un bon moyen de se doter d'outils pour penser par soi-même. S'inscrivant dans une démarche de garantie humaine renforcée face aux biotechnologies, une phénoménologie du corps humain, unité biologico-historique, montre ainsi que le Leib, corps vécu et sexué, soumet sa part organique, le körper, aux pressions conjuguées du progrès et du marché pour en faire autant le trophée que l'ennemi, le remède que le mal, et le soumettre au désir infini de l'hominescence, le cas échéant, au péril de son unité. Réinstaurer de l'intercorporéité, dévirtualiser les liens et réduire ainsi la pression de l'image, notamment sexualisée, notamment stéréotypée, valoriser des rencontres visuelles sans écran interposé, tactiles, olfactives, où le respect des corps organiques autant que des corps vécus aille de pair avec le respect de l'environnement. Ce sont là les premières actions en faveur de l'intersubjectivité, qui est la condition de la santé collective, de la santé subjective et du vivre ensemble. Je vous remercie.